Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 3 avril 2026 et notre cher ami, notre frère, le professeur Ted Postol, est avec nous. Bon retour parmi nous. Oui, c'est agréable d'être de retour. Toujours un plaisir d'être ici. Permettez-moi de commencer par la nouvelle de dernière minute concernant le F-15 abattu par le système de défense aérienne iranien. Au départ, le CENTCOM a refusé de reconnaître ce qui s'était passé. Ils ont affirmé qu'il s'agissait de fausses informations. Puis, plus tard, ils ont admis que l'appareil avait bien été touché et Donald Trump a été informé de la situation. Il s'agissait d'un F-15E avec 2 pilotes. L'un d'eux aurait été secouru par les États-Unis et Israël, semble-t-il. Et l'autre, selon des informations non officielles en provenance d'Iran, serait entre les mains iraniennes. Je ne sais pas à quel point cela est exact. C'est possible. On peut aussi se faire tuer. Il est très facile de mourir en essayant de sortir de l'un de ces avions. Oui. Et que savons-nous du système de défense aérienne iranien jusqu'à présent? Parce qu'hier, Donald Trump est sorti en disant que tout avait été détruit. Les capacités, les drones, les systèmes de défense aérienne, les missiles, tout détruit. Il suggérait en gros aux pays qui rencontrent des difficultés avec la situation dans le détroit d'Ormuz que tout est prêt, qu'ils n'ont qu'à y aller et le prendre, le détroit d'Ormuz. Quelle est votre compréhension du champ de bataille sur aujourd'hui? Eh bien, permettez-moi de dire très franchement que je n'ai aucune information directe à ce sujet. Mais je peux, je pense, spéculer d'une manière qui pourrait être utile. J'ai été méfiant, et encore une fois, je veux être très clair. Ce ne sont que des suppositions de ma part. Quand j'observe la façon dont les Iraniens mènent la guerre dans les zones où je peux comprendre ce qui se passe, il m'apparaît très clairement qu'ils ont réfléchi de manière extrêmement approfondie à la façon dont ils allaient mener cette guerre. Il n'y a aucun doute dans mon esprit à ce stade. Bien sûr, cela ne signifie pas que chaque aspect de la guerre a été étudié en profondeur, ni que chaque élément prévu pourra être exécuté avec succès. Cependant, il existe des images que l'on peut trouver. En fait, je les regardais encore l'autre jour. Malheureusement, je ne l'ai pas inclus dans mon exposé aujourd'hui, mais il existe des images montrant des tunnels souterrains remplis d'intercepteurs de défense aérienne, littéralement remplis. Et en voyant cela, j'en suis venu à supposer, et je tiens à le souligner, ce n'est qu'une supposition, que le plan de défense aérienne iranien consistait à accepter de subir d'emblée des pertes très importantes dans leur défense aérienne. Parce qu'une fois que vous déployez l'un de ces systèmes, c'est presque comme, vous savez, dans la guerre de tranchées, se lever avec un gilet orange vif en criant « Venez me chercher ». Dès que ce radar commence à émettre face à un adversaire avancé comme les Israéliens ou les Américains, il devient vraiment très difficile de maintenir l'un de ces systèmes en état de fonctionnement. Cependant, une très bonne stratégie consisterait, et c'est ce à quoi je pensais plus tôt, mais je crois que nous commençons maintenant à voir cette stratégie se mettre en place, à garder essentiellement vos défenses aériennes sous terre et protégées, et à accepter qu'au départ, toutes les défenses aériennes exposées seront détruites assez rapidement et efficacement. Mais une fois la guerre engagée, il est impossible de maintenir des avions au-dessus des zones cibles en permanence. Les avions de combat, vous savez, n'ont qu'une heure ou deux de présence au-dessus d'une cible au mieux. Ils consomment énormément de carburant lorsqu'ils survolent une cible, car on ne peut pas simplement flâner tranquillement. On peut être attaqué à tout moment. Il faut donc être prêt à enclencher la post-combustion. Il est essentiel de pouvoir se déplacer rapidement pour manœuvrer. Il faut être rapide pour pouvoir manœuvrer face aux intercepteurs.
Il me semblait, je faisais une supposition au début, et bien sûr cela reste une supposition aujourd'hui, que ce que les Iraniens faisaient ou allaient faire avec leur défense aérienne, c'était de les garder en grande partie protégés. Et de temps en déployer une, et probablement utiliser d'abord des informations visuelles plus que toute autre chose, avant d'allumer un radar et de réellement viser une cible. Et c'est pas impossible à faire. Les avions, tout comme les drones, font beaucoup de bruit. On devrait pouvoir entendre des avions à des dizaines de kilomètres si l'on dispose de bons capteurs acoustiques. Je vais d'ailleurs vous montrer quelques capteurs acoustiques de la Première Guerre mondiale. Ils sont un peu une plaisanterie, mais ils sont bien réels et ils ont été utilisés et utilisés efficacement. Donc ce que vous faites, c'est examiner la zone avec des capteurs moins qu'optimaux. Mais souvenez-vous, vous avez un adversaire qui patrouille constamment dans votre espace aérien à la recherche de cibles. Ce qui se passe alors, c'est que vous obtenez des cibles d'opportunité. Et lorsque vous obtenez ces cibles d'opportunité, vous disposez d'un système radar relié au système acoustique ou peut-être à un système infrarouge. L'infrarouge est difficile à utiliser pendant la journée, mais la nuit, vous pouvez peut-être l'utiliser pour repérer des cibles aériennes. Mais je pense qu'il s'agit de systèmes acoustiques, car ils sont loin d'être la plaisanterie que beaucoup imaginent. On peut obtenir une portée de 10 ou 15 km avec un système acoustique contre un avion à réaction. C'est tout ce qu'il faut. Vous savez, parce qu'ils passeront au-dessus de votre zone. Si vous êtes à Téhéran, vous pouvez en avoir partout. Donc, une fois que vous en avez plusieurs en fonctionnement et que vos défenses aériennes restent en grande partie silencieuses, vous les utilisez quand l'occasion se présente. Et c'est probablement ainsi que nous avons perdu ce F-15. Nous, les Américains. C'était un F-15 américain, je crois. C'était. Oui, et c'est comme ça qu'on a perdu un F-35, tu sais. Ils sont furtifs, mais ils font quand même du bruit. Et quand tu es proche, le radar a assez de puissance pour te suivre. C'est difficile de te repérer dans le brouillage, surtout quand ta surface équivalente radar est faible. Tu voles bas, tu as généralement un soutien de brouillage quand tu approches. Le brouilleur, bien sûr, comme ta surface équivalente radar est petite, n'a pas besoin de crier très fort. C'est un peu comme si tu t'approchais de quelqu'un dans un environnement très bruyant. C'est plus facile de t'approcher. Tu peux marcher sur une brindille sans être entendu. C'est pour ça qu'une petite surface équivalente radar est très efficace, surtout combinée au brouillage et à d'autres aides. Mais ces gars-là n'ont probablement pas tout le temps tout ce soutien en contre-mesure électronique. Donc les Iraniens sont là, conscients qu'un seul avion de chasse, c'est quelque chose d'important. Ils n'ont pas abattu 50 ou 100 avions, ce qui aurait une portée militaire plus significative, mais un seul avion, c'est déjà un gros événement parce que c'est un avion occidental. On peut perdre des pilotes. Ils peuvent être capturés. Si des pilotes sont tués, cela a aussi un fort impact psychologique. Et le fait que vos avions ne soient pas invulnérables rend les pilotes très prudents. Par exemple, on l'a vu pendant la guerre du Golfe en 1991, donc il y a environ 30 ou 35 ans, quand nous, les Américains, avions des avions au-dessus de l'Irak en permanence et qu'ils cherchaient des véhicules lanceurs de Scud. À cette époque, des Scud étaient lancés, des missiles à plus courte portée, environ 600 km. Et il s'est avéré que, vous savez, la première chose que font les pilotes lorsqu'ils voient un lancement de Scud, c'est d'entamer des manœuvres d'évitement, car ils ne savent pas s'il s'agit d'un missile solaire. On ne peut pas leur en vouloir. Personne ne veut mourir. On n'a pas le temps de réagir si c'en est un. Ensuite, il faut un moment pour comprendre que c'en est peut-être pas un,
Et à ce moment-là, le Scud est déjà parti. Le lanceur aussi peut avoir disparu, car il a peut-être déjà filé et se réfugier sous un pont ou un surplomb. Il s'est avéré qu'à la fin de la guerre, bien que nous ayons déclaré avoir détruit un grand nombre de lanceurs de Scud, nous n'en avions en réalité détruit aucun. Une vaste étude sur la puissance aérienne a été menée après la guerre du Golfe de 1991. Et dans cette étude, qui avait accès à toutes les informations classifiées, puisque la guerre était terminée et que la question n'était plus politiquement sensible, on a découvert qu'aucun lanceur de Scud n'avait été détruit, même si nous pensions probablement, de bonne foi, en avoir éliminé beaucoup. Ainsi, de nombreux camions de lait et camions-citernes ont sans doute été touchés, des innocents tués, mais aucun lanceur de Scud. Donc, je soupçonne que ce qui se passe en ce moment est un jeu du chat et de la souris auquel les Iraniens se livrent. Ils font savoir à nos pilotes, les pilotes américains et israéliens, que vous avez peut-être l'impression d'être là-haut à chercher une cible, mais qu'il y a quelque chose en bas qui peut vous atteindre à tout moment et vous abattre. Vous feriez donc mieux d'être extrêmement vigilant. Et cela a pour effet de vous rendre excessivement prudent, ce qui réduit votre efficacité, car votre attention est divisée. Donc, à mon avis, c'est ce qui se passe. Et si cette hypothèse est correcte, les Américains et les Israéliens perdront d'autres appareils. Pas beaucoup, mais suffisamment. Tu sais, chaque fois que tu décolleras en tant que pilote, tu sais qu'il y a une vraie chance qu'un intercepteur sérieux et performant soit tiré contre toi. Les intercepteurs modernes sont extrêmement difficiles à contrer avec les avions actuels. Leur agilité est très élevée et les algorithmes de poursuite sont extrêmement efficaces. Ils ont une probabilité assez élevée de t'atteindre et ils arrivent à grande vitesse. Tu peux avoir de la chance et en éviter un, mais la raison pour laquelle on tire 2 intercepteurs sur des avions, enfin, pas forcément. Nous tirons 2 intercepteurs sur les missiles balistiques. Mais c'est pour une autre raison. La raison pour laquelle on tire 2 intercepteurs sur un avion, c'est que le pilote essaiera d'effectuer une manœuvre d'évitement s'il voit l'intercepteur arriver. En faisant cela, il perd de la vitesse. L'avion ralentit beaucoup. Une manœuvre brusque crée beaucoup de traînées. Donc maintenant, vous allez plus lentement et il faut du temps pour regagner cette vitesse. Le deuxième intercepteur est à 2 ou 3 secondes derrière le premier et il se déplace très vite alors que votre capacité de manœuvre est beaucoup plus limitée. C'est pour cela qu'on tire 2 intercepteurs sur les avions. Contre les missiles balistiques, si l'on avait une forte probabilité d'interception, comme les Israéliens le prétendent à tort avec leurs intercepteurs de défense antimissiles, on ne tirerait pas vraiment 2 intercepteurs sur une même cible. Parce que si j'ai une probabilité de 0,9 de toucher un missile, ce qui est proche de ce qu'ils affirment, alors si je tire 2 missiles, j'ai une probabilité de 0,9 de toucher la cible. C'est parce qu'avec une probabilité de 0,9, une fois sur 10, le missile serait manqué. Donc lorsque je tire sur ce 1 sur 10 qui passe, j'en détruis 9 sur 10 de ceux-là aussi. Globalement, ça me donne environ 89% de chances de détruire le missile entrant. Mais si je dispose d'un nombre limité d'intercepteurs, la chose intelligente à faire est de ne tirer qu'un seul intercepteur par missile, car j'abats 90% des missiles entrants à chaque tir. Si j'en tire 2, j'en détruirai peut-être 99%, mais j'utiliserai 2 fois plus d'intercepteurs et j'épuiserai mes capacités. C'est une autre raison pour laquelle, quand on voit tous ces intercepteurs dans le ciel au-dessus d'Israël, il faut se demander pourquoi quelqu'un qui sait ce qu'il fait en tirerait-il autant. Et on peut aussi constater qu'il ne touche pas les cibles.
car nous savons à quoi ressemble une véritable interception. Mais toutes les données, si l'on sait ce que l'on regarde, indiquent une très faible performance contre les missiles balistiques. Et en fait, je vais le dire brièvement, elles révèlent une très très grave erreur de gestion stratégique des forces d'interception dont ils disposent. Je pense, et je le montrerai dans l'une de mes diapositives, et nous en parlerons davantage, qu'Israël a commis une erreur stratégique dans l'utilisation de son système d'intercepteurs Iron Dome, car l'Iron Dome n'a en réalité aucune capacité contre les missiles balistiques. C'est clairement visible, on peut le constater directement. Et il tire des intercepteurs, comme je l'ai montré dans les diapositives précédentes. Je peux revenir si tu veux en parler davantage. Tu sais, tu vois tous ces intercepteurs dans le ciel contre un seul missile balistique. Rien n'est touché. Même s'ils atteignent quelque chose, ils ont tiré 5 intercepteurs. 7. C'est insensé. Maintenant, ces intercepteurs sont extrêmement efficaces contre les drones et les missiles de croisière. Un drone ou un missile de croisière est plus facile à atteindre qu'un avion. En général, ils ne vont pas aussi vite. Ils ne réagissent pas ou ne manœuvrent pas quand on les attaque. Ce sont des cibles faciles pour un intercepteur du dôme de fer. Le missile balistique, non. Le missile balistique est un gaspillage d'intercepteurs, mais un drone ne l'est pas. Ils ont probablement un taux d'interception supérieur à 90% contre les drones lorsqu'ils les détectent. Pourquoi ont-ils gaspillé tous ces intercepteurs? C'était une erreur stratégique. Ils auraient dû conserver ces intercepteurs pour la guerre des drones qui, comme vous le savez, faisait partie du plan iranien. Pour être tout à fait honnête, cela me surprend un peu, car au fil des décennies, j'ai connu beaucoup d'Israéliens. Pas tous, seuls certains sont des amis. Car beaucoup de ces types, je n'ai aucune envie d'avoir affaire à eux. Mais j'en ai connu beaucoup, j'en ai rencontré beaucoup. Souvenez-vous, je travaille dans une université prestigieuse. Nous avions un grand programme, un programme de sécurité internationale. J'ai reçu des invités venus d'Israël. J'ai donc appris à connaître un certain nombre de ces personnages, et ils sont formidables. Même si je ne voudrais pas forcément fréquenter tous, ils sont tous extrêmement intelligents. Et ce n'est pas parce que les Juifs sont intelligents, comme certains le diraient. C'est parce qu'Israël est toujours en guerre, même lorsqu'il ne déclenche pas de conflit. Ainsi, quand on est jeune, les jeunes ont tendance à être plus idéalistes et ils sont aussi plus ambitieux. Ils veulent faire des choses qu'ils estiment les plus utiles à leur société. Et les plus brillants sont culturellement orientés vers différentes voies. Vous savez, si vous grandissez en Iran, dans une culture où l'éducation est très valorisée, surtout l'éducation technique et scientifique, et que vous êtes brillant, la tendance est de vous orienter vers l'un de ces domaines où les gens vous respecteront et où vous aurez aussi le sentiment de contribuer à votre pays. Donc, ils forment des personnes très très intelligentes. En Israël, c'est la même chose. Vous voyez, ils attirent le même type de talent, alors qu'aux États-Unis, ce n'est pas pareil. Ici, il y a des gens qui s'intéressent aux activités militaires, mais ils ne sont pas forcément intelligents. Certains le sont. Mais une chose qui m'a toujours frappé quand j'étais au Pentagone, et plus tard en rencontrant tous ces Israéliens, c'est à quel point la moyenne des Israéliens impliqués dans les questions de sécurité nationale est plus intelligente que leurs homologues américains. Et c'est parce que toutes sortes de personnes s'intéressent à la sécurité nationale. Il n'y a pas cette attirance du genre. Eh bien, vous savez, si vous sortez du MIT ou d'une autre université compétitive, ou même d'une université moins compétitive, mais que vous avez beaucoup de talent, car beaucoup de talents viennent justement de ces universités moins compétitives, et que vous êtes vraiment brillant,
et que vous voulez vraiment faire une différence, vous allez travailler pour AMD, Intel ou une autre entreprise. Parce que c'est là que se trouve la frontière du développement économique et commercial. Ou, si vous vous intéressez à l'armée, vous pouvez vous y engager parce que vous avez un parcours militaire. On retrouve beaucoup de cela aux États-Unis. Nous avons tous ces personnages, ce sont des gens du Sud, vous savez, et le Sud a une longue tradition de service militaire. Ces familles sont des familles d'élite. Elles ont tendance à être très bien éduquées. Et quand on rencontre un officier américain très instruit et accompli, il y a de fortes chances qu'il vienne du Sud. Nous en avons aussi quelques-uns du Nord, bien sûr. Mais vous savez, c'est lié à nos traditions culturelles. Alors quand on regarde ce faux pas stratégique, cette erreur stratégique, concernant l'utilisation des intercepteurs du dôme de fer, on ne peut que se gratter la tête. Il faut se demander pourquoi. Comment les Israéliens ont-ils fait cela? À mon avis, ils se sont trompés eux-mêmes. Ils sont devenus victimes de leur propre propagande. Ils mentaient tellement sur les performances de ce système que, pour des raisons politiques ou de perception, ils ont estimé devoir continuer à tirer des intercepteurs sur des missiles balistiques. Sans résultat, mais en essayant de faire croire à la population que cela fonctionnait. Mais c'était une très mauvaise décision, car maintenant, ils manquent d'intercepteurs, en plus de tous les autres problèmes qu'ils rencontrent. Je pense donc que cet incident avec le F-15 n'est que la partie émergée d'un immense iceberg, et que l'histoire en révélera la suite. Mais c'est mon hypothèse sur ce qui se passe. Ted, tu as mentionné la situation avec les missiles balistiques et les drones iraniens. Comment vois-tu l'Iran réagir aux attaques contre Israël sur son territoire? Parce que jusqu'à présent, ce qu'on a vu, c'est qu'il se concentrait surtout sur les radars, et tu sais. Ah oui. Mais une fois qu'ils en auront fini avec les radars, ils reprendront leurs activités sans aucune interruption. Ils feront ce que les Américains pensaient qu'ils allaient faire. Les Américains croient avoir détruit tous les radars iraniens et qu'ils pourraient ensuite simplement voler un peu partout, mâchant du chewing-gum, grignotant des biscuits et bombardant des cibles iraniennes. C'est ce qu'ils voulaient faire. Et c'est ce que les Iraniens semblent avoir réussi à les empêcher de faire. Maintenant, je ne pense pas, à mon avis, les défenses aériennes iraniennes ne seront pas particulièrement solides. Parce que, vous savez, on ne peut les frapper qu'occasionnellement et tendre des embuscades. Mais ça finit par avoir un effet, car les Iraniens jouent sur le long terme. Ils ont compris dès le départ qu'ils allaient être très durement frappés au début. Ils avaient compris cela. C'est pourquoi tout est souterrain. C'est pour cela qu'ils ont passé des décennies à construire toutes ces structures de tunnels impressionnantes, des installations de fabrication, des installations de combat. Vous savez, quand on regarde ces photographies des tunnels, c'est incroyable. Ils sont grands, spacieux, ce qui est bien, car on veut pouvoir y faire des choses. Et ils ont des lanceurs qui peuvent être déplacés dans le tunnel, d'une section à une autre. Je n'ai pas vu de photographie de cela, mais je suis sûr que les tunnels ont des passages latéraux dans lesquels on peut entrer, avec des portes d'où l'on peut lancer un missile. Si vous attaquez l'ouverture après un lancement, vous pouvez réparer ce tunnel, parce que, vous savez, seule l'entrée a été touchée. Vous avez là-dedans du matériel pour réparer les dégâts, afin de pouvoir lancer des missiles plus tard. Encore une fois, l'avion ne peut pas simplement rester sur place. Ce n'est pas comme si quelqu'un attendait dehors avec un fusil de chasse que le prochain missile sorte du trou. Les avions ont un temps limité au-dessus de la cible, et en plus de cela, ils ont un temps limité pendant lequel ils peuvent être menacés par un intercepteur de défense aérienne.
C'est donc une stratégie très sérieuse, mûrement réfléchie de la part des Iraniens. Je ne pense pas que ce soit un accident. Je pense que vous verrez probablement davantage d'avions perdus avec le temps. Je ne suis pas sûr qu'il y en aura un grand nombre, mais je ne suis pas certain que cela ait de l'importance. Vous savez, c'est un... Nous avons perdu un autre F-16 au-dessus sur Arabie Saoudite. Il a été touché par quelque chose. Oui. D'accord. Donc ça va continuer. Cela va continuer. Les pilotes vont comprendre qu'ils n'ont pas carte blanche. Et vous savez, les pilotes sont des professionnels. Ils vont faire ce qu'on leur demande de faire. Ce sont des soldats. Mais, vous savez, on ne se comporte pas de la même manière quand on est dans une tranchée à combattre un adversaire et qu'on sait qu'il y a des tireurs embusqués. On ne sort pas la tête aussi souvent. Cela signifie qu'on ne voit pas toujours tout ce qui se passe autour de soi. Et c'est exactement ce que ces embuscades intermittentes, des embuscades de défense aérienne, vont provoquer tout au long de la guerre. Je m'attends à ce qu'elles continuent. Elles pourraient même s'aggraver. Vous savez, ils pourraient devenir plus efficaces, car à mesure que les Iraniens développent leur tactique, ils pourraient mieux utiliser ces défenses. Donc je pense que c'est mon hypothèse, une simple supposition sur ce qui se passe. Ils ont tous ces intercepteurs stockés sous terre. Pourquoi ont-ils fait cela? Ils devaient savoir que les systèmes de défense aérienne qu'ils avaient en surface allaient être détruits très tôt dans la guerre. Et une fois qu'on les a frappés, une fois que les radars sont hors service, ils ne peuvent plus se défendre. Ensuite, on s'assure de détruire chaque intercepteur qu'on peut trouver, car on ne veut pas que ces intercepteurs soient transférés vers un site opérationnel quelque part. Les Iraniens ont compris cela, et il me semble qu'ils y ont réfléchi. Pourquoi ne pas jeter un œil à la deuxième diapositive? Laisse-moi juste te voir. Je voulais simplement noter quelques idées, vous savez les écrire, pour mieux me concentrer dans cette discussion. Tout d'abord, je l'ai déjà mentionné. Il y a eu une gestion stratégique désastreuse des moyens de défense aérienne. Les Israéliens ont tiré beaucoup de missiles Patriot qui sont inefficaces contre les missiles balistiques. Par conséquent, par exemple, tout ce que vous entendez maintenant à propos du fait qu'il manque d'intercepteurs, que les missiles balistiques vont être plus efficaces. En réalité, les missiles balistiques ont été efficaces tout au long de la guerre. Ça n'a guère changé. Ils sont peut-être légèrement plus efficaces parce que 5% d'entre eux, ou 3%, ne passaient pas auparavant. Mais vous savez, 3 sur 100, cela fait encore beaucoup d'impact. Ainsi, les défenses aériennes ont eu très peu d'effet, et c'était une mauvaise stratégie de tirer de nombreux intercepteurs sur des missiles balistiques. Il aurait fallu les conserver pour la deuxième phase de la guerre, lorsque les drones allaient commencer à devenir importants. Et il fallait savoir que les drones allaient devenir importants, car ils sont très précis, comme je le décrirai plus tard. Et parce qu'ils sont très précis et peuvent être programmés, ils sont extraordinairement efficaces pour causer des dégâts. C'est donc une erreur stratégique que les Américains et les Israéliens ont tous deux commise. Il y a d'autres, je ne sais pas si on peut les appeler des erreurs, mais d'autres évolutions extrêmement importantes. L'Iran dispose désormais de données satellitaires très récentes et à haute résolution sur les cibles qu'il pourrait viser, données qui lui sont fournies par la Chine et la Russie. Maintenant, encore une fois, laissez-moi développer un peu, car on entend beaucoup de discours issus d'une perspective très étroite. Aux États-Unis, on entend des gens favorables à ces guerres, qui ne savent pas vraiment ce qu'ils font, mais qui les soutiennent. Ils disent « Oh, ces maudits Russes, ils leur donnent de l'aide avec les satellites. » Eh bien, il faut leur rappeler que les États-Unis fournissaient des données satellitaires aux Ukrainiens.
was giving satellite data to the Ukrainians. And not only was the United States giving satellite data to the Ukrainians, they were Et non seulement les États-Unis fournissaient des données satellitaires aux Ukrainiens, mais ils leur donnaient aussi des missiles. Vladimir Putin. Les missiles fournis par les États-Unis étaient utilisés contre les Russes et le territoire russe. Vladimir Poutine et d'autres porte-paroles russes l'ont dit très clairement. Si vous faites cela, nous saisirons l'occasion lorsqu'elle se présentera de vous le faire payer. Et cela aurait dû être parfaitement compris. C'était ce qui allait se produire. Ainsi, la possibilité que ces images satellites à haute résolution deviennent disponibles en temps voulu est également importante. Par exemple, on pourrait déplacer le radar Patriot chaque jour. Patriot radar, you might move the Patriot radar every day. But if I know that an hour ago Patriot radar was Mais si je sais qu'il y a une heure, le radar Patriot fonctionnait à un endroit donné, il est très peu probable qu'il se trouve à un autre endroit une heure plus tard. Un jour plus tard peut-être, mais une heure plus tard, probablement pas. Alors maintenant, si nous revenons à cette diapositive, nous avons le point suivant. La capacité des drones à exécuter des communications bidirectionnelles est extrêmement importante, car je vais montrer comment ces drones communiquent. Nous disposons désormais de détails techniques clairs sur leur système de communication. Un drone peut être équipé d'une caméra. On peut programmer un drone pour qu'il se rende à une latitude, une longitude et une altitude précise, et où qu'il aille, il peut entrer en collision avec quelque chose. Cela sera précis à quelques mètres près, mais les objets changent. Il se peut que vous n'ayez pas mesuré l'emplacement. Si vous mesurez la position depuis l'espace, vos mesures peuvent être inexactes. Bien sûr, si les choses peuvent bouger, il est difficile de les atteindre. Mais maintenant, si le drone peut être équipé d'une caméra vidéo et envoyer le signal vidéo à un satellite Starlink, gardez à l'esprit qu'il existe désormais facilement 1 million de terminaux satellites mobiles Starlink disponibles. Je vous montrerai plus tard à quoi ressemble l'un d'eux. Il fait environ 30 cm de côté, pèse environ 250 grammes, consomme environ 20 ou 30 watts, facile à faire fonctionner. Et vous pouvez obtenir environ 30 mégabits par seconde en liaison montante. Eh bien, cela suffit largement pour, vous savez, 4 ou 5 mégabits par seconde. En fait, même quelques mégabits par seconde permettent d'obtenir une vidéo en basse résolution. 10, 20, 30 images par seconde. C'est largement suffisant pour se diriger vers une cible. Donc le signal monte jusqu'à Starlink, transmet l'information par des liaisons laser à d'autres satellites, jusqu'à trouver celui par lequel la communication doit redescendre. L'opérateur de l'autre côté voit l'image, envoie des commandes au drone, et le drone peut effectuer les derniers ajustements pour atteindre la cible. Eh bien, ce n'est pas un développement mineur. C'est un développement majeur, car cela signifie que l'efficacité létale du drone explose littéralement. Et nous le voyons maintenant. Les Russes ont installé des liaisons de communication Starlink sur leurs drones. Je suis sûr que les Iraniens le font aussi, et je serais surpris s'ils ne le faisaient pas déjà avant que les Russes ne les aident, car ils ont la technologie pour le faire. Vous pouvez acheter un terminal Starlink, disons que j'en achète un et que je l'envoie à mon ami iranien, parce que, vous savez, il y aura un embargo, mais quand même. Ou bien les Russes pourraient le mettre dans un camion et traverser le Turkménistan ou passer par la mer Caspienne et le déposer là-bas. Donc, vous savez, il ne faut que quelques centaines de ces choses, sans parler de milliers. Il y en a plus d'1 million en circulation et ils les vendent aussi vite qu'ils le peuvent. Ils essaient d'en fabriquer pour un marché commercial. C'est là que cette guerre est profondément différente des autres guerres que nous avons connues par le passé. Pas totalement différente, car si l'on regarde la guerre en Irak, par exemple, on a vu l'introduction des téléphones portables,
qui sont des appareils de très haute technologie. Mais on ne peut pas fabriquer un téléphone portable. Je ne peux pas fabriquer un téléphone portable. Nous ne pouvons pas fabriquer les puces nécessaires, ni les dispositifs de détection. Pourtant, c'est un appareil commercial. N'importe qui peut en acheter un. Ce n'est pas contrôlé. Il n'y a aucun moyen de le contrôler. Il n'y a aucun moyen de s'assurer que seules certaines personnes possèdent le téléphone, car c'est simplement un appareil commercial omniprésent. Donc je peux aller en acheter. Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'une personne relativement compétente qui sait comment relier le mécanisme de sonnerie à une mèche de détonateur. Et j'ai alors une munition improvisée à commande à distance, pouvant être utilisée pour tuer des Américains occupant l'Irak et causer beaucoup de dégâts. Maintenant, on peut faire beaucoup de choses pour essayer d'en limiter les effets. On peut utiliser des brouilleurs et ce genre de dispositifs. Mais vous savez, on ne peut être efficace qu'à un certain point. Et si vous devez déployer toutes ces contre-mesures, vous ne laisserez plus simplement circuler sur les routes et faire ce que vous voulez. Tu fais très attention parce que tu ne veux pas te faire tuer. D'ailleurs, ce n'est pas très différent du pilote qui doit être plus prudent parce qu'il ne veut pas se faire tirer dessus par un missile iranien. Et tu ne sais pas où se trouve le missile iranien. Tu ne sais pas que tu es potentiellement illuminé par le radar avant la toute fin. Parce que les Russes qui ont conçu beaucoup de ces radars utilisés par les Iraniens ont longuement réfléchi à la manière de combiner l'optique et la radio. Ces systèmes sont donc équipés de télescopes optiques et ils recherchent les avions. Et la raison pour laquelle ils cherchent les avions, c'est qu'ils veulent bien déterminer où se trouve l'appareil, afin de n'avoir à allumer le radar qu'à la dernière seconde. De cette façon, ils peuvent lancer un intercepteur vers lui sans que personne ne se rende compte de ce qui arrive. Donc, il faut passer beaucoup de temps à scruter le ciel, vous savez, parce qu'en plein jour, repérer un intercepteur n'est pas si facile. La nuit, on peut le voir grâce à sa traînée. Mais même là, s'il vient droit sur vous, on ne voit pas la section transversale de la traînée. Elle paraît plus petite. Donc vous voyez, ça doit être... Enfin, je le sais d'après mes discussions avec des pilotes. Enfin, vous savez, je pilote des avions de ligne avec mes phalanges, moi. Mais vous savez, j'ai beaucoup de collègues qui sont pilotes de combat. Ils vous diront qu'ils ont une peur bleue lorsqu'ils survolent des défenses aériennes. Ils sont honnêtes, car ces défenses sont redoutables. Et il faut réagir assez vite. Même si vous voulez simplement sortir de l'avion avant d'être touché, cela prend du temps. Et si vous êtes touché, il y a de fortes chances que vous ne surviviez pas. Donc, vous voulez être hors de l'avion avant qu'il ne soit atteint. Alors, vous savez, cela limite vraiment vos possibilités quand vous savez qu'il y a des défenses aériennes. Et maintenant, nous sommes dans une situation où il existe ces constellations de satellites. Et ces constellations ne sont ni contrôlées ni contrôlables. C'est comme quand toi et moi, disons, nous nous appelons sur WhatsApp. Nous l'utilisons peut-être parce que c'est peu coûteux. Tu sais, c'est gratuit. Mais cette communication est totalement chiffrée. Maintenant, même si différents gouvernements disposent de certaines portes dérobées, comme certains le prétendent, ils ne peuvent pas facilement surveiller chaque conversation, même s'ils parviennent à en trouver une pour certaines d'entre elles. Cela signifie donc que lorsqu'une personne décroche le téléphone, il y a de fortes chances que, même s'il y a une défaillance dans le fonctionnement complet du chiffrement, personne ne sache qu'elle parle, sauf l'interlocuteur à l'autre bout. Une très forte probabilité. Donc, si je t'envoie une vidéo te montrant où je me trouve, comment l'autre pourrait-il le savoir?
Comment le sait-on? Ces connexions, il n'y a aucun moyen de désactiver sélectivement les liens vers ces drones. Donc c'est un vrai problème. Maintenant, on pourrait simplement couper toute la zone, dire qu'il n'y a pas de connexion au-dessus de l'Ukraine. Mais allez-vous dire qu'il n'y en a pas au-dessus du Golfe Persique? Les gens utilisent ces appareils partout dans le Golfe Persique. Alors, comment allez-vous, vous savez que permettre aux gens, eh bien, vous vendez ce dispositif. Peut-être qu'il y a une sorte de numéro chiffré qui identifie votre système de communication particulier auprès des satellites orbitaux Starlink. Mais je ne sais pas à qui appartient ce truc maintenant. Vous savez, quelqu'un dans le Wisconsin en est propriétaire. Pendant ce temps, il vole à basse altitude, au-dessus de l'eau, en direction d'une base à Bahreïn. Vous savez comment puis-je savoir qui en est réellement le propriétaire et qui l'exploite? C'est donc une situation très difficile du point de vue de l'opérateur américain. Bon, l'autre question, eh bien je l'ai déjà mentionné, c'est l'extrême précision. Vous avez littéralement ce qu'on appelle la vision à la première personne, ces drones appelés FPV. On peut avoir un opérateur pour chacun des drones. Je suppose qu'il y avait un opérateur sur chacun des drones qui ont détruit les radars de missiles dans le Golfe Persique, en Israël et en Jordanie. C'est mon hypothèse, car ces cibles étaient vraiment précieuses. Peut-être que tous les drones n'ont pas ces liaisons de communication, mais ce n'est pas difficile à mettre en place. Et, par exemple, à mesure que la guerre se poursuit, si certains de ces drones ne disposent pas encore de liaisons de communication, je pense qu'on peut s'attendre à ce qu'ils en aient au fur et à mesure du conflit. En d'autres termes, les drones vont s'améliorer, et ils s'amélioreront de plusieurs façons. Elle explique, par exemple, qu'ils seront capables de voler plus bas, plus stablement, et d'éviter les collisions avec des objets. C'est important, car, comme je vais l'expliquer, les radars ont beaucoup de mal à détecter les objets volants à basse altitude. J'expliquerai aussi pourquoi c'est le cas, et je donnerai à vos spectateurs une idée de la complexité du problème que représente la détection d'une cible volant bas. Ce n'est pas simplement une question de ligne de visée, c'est une erreur de le croire. Il y a beaucoup d'autres éléments qui réfléchissent un signal radar à basse altitude. Et il faut distinguer le petit signal, le minuscule signal, d'un drone parmi les oiseaux, les arbres qui bougent, les orages. Vous savez, ces choses ne sont pas toujours présentes. Mais si je vole vers Israël, par exemple, je n'ai pas besoin d'arriver par la mer. Je pourrais d'abord survoler le Liban, puis descendre vers le sud en rasant les bâtiments. Mes attaques de drones n'ont pas besoin de venir par la mer. Là où ce qu'on appelle le bruit de fond a tendance à être plus faible, toujours un gros problème, mais moindre. Ainsi, ces drones vont devenir de plus en plus difficiles à détecter lorsque vous disposez de radars opérationnels. Je le répète, lorsque nous avons des radars opérationnels. Le problème cependant, c'est que les quelques radars de défense aérienne encore en service vont peu à peu disparaître. Vous pouvez construire des drones. En fait, ils ont trouvé des drones équipés de détecteurs radio. Ainsi, on peut envoyer des drones avec des détecteurs radio et les utiliser en combinaison, par exemple, avec des données satellitaires. Ce n'est pas la meilleure technique pour localiser un radar, mais, comme on dit, le mieux est l'ennemi du bien. Il suffit de le faire assez souvent pour les repérer, car les radars deviennent de plus en plus rares. Donc, ma prédiction, c'est que nous verrons de moins en moins de radars. J'ai vu certaines preuves indiquant que les Israéliens ont déjà perdu un de leurs radars Green Pine, peut-être même plusieurs. Et la perte des radars Green Pine est vraiment critique, car le système de défense antimissile Arrow n'est pas très efficace. Encore une fois, je ne vois aucune raison de croire qu'il intercepte ou ait intercepté beaucoup de missiles balistiques.
Mais c'est un radar de missiles balistiques. C'est un radar conçu pour détecter les missiles balistiques, probablement à une portée de quelques centaines de kilomètres. Eh bien, si vous pouvez voir les missiles à cette distance, vous avez environ 60 secondes d'avertissement. Donc, si vous êtes chez vous, 60 secondes, ce n'est pas beaucoup, mais c'est suffisant. Nous savons, d'après les données historiques, que c'est assez de temps pour se mettre à l'abri. C'est donc important. Maintenant, s'ils n'ont pas cet avertissement, et nous voyons beaucoup de preuves qu'une grande partie du temps, désormais, probablement de plus en plus souvent, les Israéliens ne reçoivent aucun avertissement d'attaque. Quelque chose explose simplement. Eh bien, quand on se trouve dans cette situation, ça signifie qu'il faut toujours être dans un abri. Donc la nuit, on dort sur des matelas posés par terre ou autre chose, dans des abris, parce que les abris sont généralement collectifs. Ils doivent l'être, parce que vous savez, si les ogives sont assez puissantes, comme le sont les ogives de missiles balistiques, pour faire s'effondrer votre immeuble, vous ne voulez pas être dans une pièce sécurisée de l'appartement. Ce n'est pas suffisant. Si vous vous inquiétez des roquettes d'artillerie, c'était un grand sujet auquel je devais sans cesse faire face, quand j'expliquais pourquoi le dôme de fer n'était même pas efficace contre les roquettes d'artillerie. Les gens disaient, eh bien, il y a si peu de victimes. Eh bien, la raison, c'est que si une roquette d'artillerie entre dans votre immeuble, traverse le toit et explose dans votre salon pendant que vous êtes dans la pièce sécurisée avec des portes et des murs en acier, parce que vous êtes allé dans la pièce sécurisée de votre appartement, ce qui est pratique, vous ne serez pas tué. Vous ne serez même pas blessé. Ainsi, lorsque ces ogives avaient des charges plus faibles, elles étaient très peu susceptibles de tuer des gens s'ils se mettaient à l'abri. Et il était facile d'avoir un avertissement, car on savait quand les missiles étaient lancés. Ils étaient généralement tirés depuis Gaza ou d'ailleurs. Et vous savez, les délais d'alerte étaient courts. Mais même lorsque ces délais n'étaient que de quelques dizaines de secondes, nous savons, d'après les données statistiques, des données statistiques qui le montrent, et ce nombre de victimes chute drastiquement. Il diminue de façon spectaculaire. Mais cette situation n'existe plus, et les gens le savent. Ils n'arrivent donc plus à dormir la nuit. Cela va avoir un impact cumulatif sur la société israélienne, je le prédis. Je suis sûr que cela affecte aussi les personnes qui travaillent sur ces bases militaires. Les bases, étonnamment, n'avaient pas de bunker intégré. J'ai été stupéfait de l'apprendre. Non seulement elles disposaient de défense aérienne minimale, on se dit, vous affrontez un pays immense. Ils fabriquent des drones à la chaîne, des milliers de drones, et vous n'avez pas de défense aérienne. Vous n'avez même pas envisagé de mettre en place des systèmes de base. Même si les défenses aériennes se limitaient à de nombreuses armes, vous savez, sur les navires, il y a ces canons phalanx, on peut abattre un drone avec une arme suffisamment sophistiquée, car il est difficile de les atteindre, même avec un fusil. Mais, vous savez, on peut construire des défenses aériennes relativement peu coûteuses. Elles ne couvrent qu'à courte portée, mais si vous installez quelques canons autour de vos bunkers, vous pourriez mieux protéger vos troupes. Or, ils n'ont ni canons, ni bunkers. C'est donc un autre exemple incroyable de mauvaise gestion stratégique. Je pense que nous faisons maintenant face à une situation où le système d'alerte précoce est presque en train de s'effondrer. Et je crois qu'il s'effondrera complètement, si ce n'est déjà fait. Il est difficile de savoir à quel point il s'est dégradé. Et il va aussi y avoir un effondrement de toute forme de défense aérienne, ce qui signifie que les drones viendront régulièrement, trouveront leurs cibles et détruiront les installations. Maintenant, les drones n'ont pas une ogive aussi puissante que celle des missiles balistiques. Mais alors, qu'importe.
death of 1,000 cuts is still the death. La mort par 1000 coupures reste la mort. Si je veux détruire une usine de dessalement d'eau et que j'ai la précision nécessaire pour atteindre ces grosses conduites qui sortent du golfe Persique, transportant l'eau de mer jusqu'à un plateau où ces membranes servent à dessaler l'eau, je peux détruire ces conduites. 100 kg d'explosifs puissants sur cette conduite l'ouvriront, sans aucun doute. Les usines de dessalement, avec toutes ces colonnes de diffusion, se trouvent dans des bâtiments qui ne sont pas renforcés. Donc, le fait que vous disposiez de drones et que vous n'utilisiez pas d'ogives à fort rendement ne signifie pas que vous ne puissiez pas infliger à votre adversaire la mort par 1000 coupures, surtout lorsque vous disposez de dizaines de milliers de façons de frapper votre adversaire. En résumé, si nous revenons à la diapositive numéro 2, c'est que l'Iran possède sans ambiguïté la capacité et la détermination de répondre de manière équivalente à toute escalade entreprise par les gouvernements israéliens ou américains. Donc, lorsque M. Trump dit « Eh bien, je vais vous bombarder jusqu'à l'âge de pierre », eh bien, laissez-moi vous dire, M. Trump, que les Iraniens peuvent eux aussi vous ramener à l'âge de pierre. Parce que si vous voulez savoir ce que c'est que de vivre à l'âge de pierre, il me suffit de couper votre chauffage et votre électricité. Et vous pourrez vivre dans votre maison et mourir de froid ou de chaleur, ou marcher, vous savez, sans pouvoir acheter de nourriture dans les magasins. Et là, vous pourrez vraiment parler de l'âge de pierre. Vous n'avez pas besoin d'être bombardé. Votre maison n'a pas besoin d'être touchée directement pour que vous soyez renvoyé à l'âge de pierre. Il suffit de couper l'électricité. Je dis toujours à mes étudiants, quand j'enseignais, d'imaginer qu'ils essayent d'utiliser leur téléphone portable et qu'il n'y a rien, absolument rien, parce que le réseau mobile ne fonctionne pas, ni les lignes fixes. Vous êtes de retour au 19e siècle. S'il n'y a pas d'électricité, vous êtes de retour au 19e siècle. Si vous n'avez ni gaz ni pétrole, vous êtes de retour au 19e siècle. Et en réalité, dans une situation encore pire. Au 19e siècle, ils avaient au moins un peu de pétrole à utiliser. Ainsi, le monde entier, et je parle bien du monde entier, fait face à une catastrophe si les États-Unis mettent à exécution leurs menaces contre l'Iran. Les Iraniens ont déclaré « Écoutez, nous sommes engagés dans une guerre de survie. Nous avons subi le joug de l'Occident sur nos gorges depuis au moins les années 1970, voire avant, et nous en avons assez. Nous avons atteint nos limites. Nous nous préparons à cette guerre depuis 20 ans. Nous y avons réfléchi avec soin. Nous sommes même allés jusqu'à dissimuler des systèmes de défense aérienne sous terre que nous faisons apparaître de temps en temps, juste pour les maintenir sur les nerfs. Ils y ont donc réfléchi très sérieusement. Tout ce que vous voyez faire les Iraniens a manifestement été mûrement réfléchi. Des esprits militaires, des scientifiques et des ingénieurs très intelligents ont examiné comment utiliser au mieux les ressources dont dispose l'Iran. Et le levier le plus puissant, bien que tous ces leviers de destruction soient considérables, le plus grand de tous, c'est le détroit d'Ormuz. Si, vous savez, la France ne peut pas ouvrir le détroit d'Ormuz pour les États-Unis. Quelle plaisanterie! Je veux dire, la marine américaine est plus puissante que toutes les marines européennes réunies, multipliées par 10, vous voyez. Et on vous demande, pourquoi ne pas aller dans ce trou sombre pour voir s'il y a quelqu'un là-dedans, s'il y a un serpent là-dedans? Voilà, c'est ce qui se passe. Donc, le détroit d'Ormuz va rester fermé parce que les Iraniens ont bien réfléchi à la question. Ils savent comment continuer. Ils savent comment protéger les armes qu'ils peuvent déployer. Ils en perdront certaines, mais pas beaucoup, et ils pourront en remplacer une grande partie. Car je suis sûr qu'ils disposent de mécanismes
pour remplacer ce qui est perdu. Ils peuvent maintenir cette situation indéfiniment. Eh bien, si quelqu'un essaye de prendre l'une de ces îles dans le détroit d'Ormuz, il faut être fou pour faire ça. Et je veux dire, en tant qu'Américain, cela m'exaspère que nos dirigeants politiques envoient nos soldats se faire tuer. Vous savez, c'est une chose d'envoyer ces soldats se battre pour quelque chose que l'on juge important. Nous avons des soldats. Je fais partie de ceux qui pensent que nous dépensons trop pour les activités militaires, mais je ne suis pas opposé à l'existence d'une armée. Ce à quoi je m'oppose, c'est à sa taille et à son ampleur. Tous les pays ont besoin d'une armée dans une certaine mesure, ne serait-ce que pour les urgences civiles. Donc, je ne suis pas contre le fait d'avoir une armée, mais envoyer nos meilleurs éléments, ceux qui sont les plus formés et les plus endurcis. Se faire tuer sur ces îles, car c'est ce qui va se passer, est insensé. Les drones peuvent être utilisés comme de l'artillerie. Si l'on regarde l'artillerie, il suffit de tracer un cercle autour de ces îles. On voit que l'artillerie à longue portée peut les atteindre. L'artillerie est un tueur redoutable d'infanterie, tout comme les roquettes. Et les Iraniens ont tous ces roquettes, des roquettes à courte portée qu'ils fabriquent depuis des années. Ils en ont énormément. Alors pourquoi que pourriez-vous faire depuis cette île? Vous savez affronter les Iraniens. Je veux dire, que pouvez-vous faire? Vous ne pouvez rien faire depuis ces îles qui soient militairement utiles. Il est donc clair que les Américains sont en train de perdre la guerre, et bien qu'ils mentent effrontément. Et cela m'irrite profondément. Ce n'est pas seulement au reste du monde qu'ils mentent, c'est aussi au peuple américain. C'est à moi et à mes amis soldats, dont je ne veux pas voir les vies sacrifiées pour rien. C'est scandaleux de faire cela à son propre peuple. Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons maintenant. Allez-y, je vous en prie, excusez-moi. Ted, avant de conclure, il y a toujours des gens qui réfléchissent à l'escalade. Et l'escalade ultime serait l'utilisation d'armes nucléaires. Oui, Beaucoup de gens en parlent. Avant de conclure, quelle est votre compréhension si l'escalade en vient aux armes nucléaires? je pense que si l'escalade en venait aux armes nucléaires, Israël cesserait d'exister. Je dis Israël parce que je ne suis pas sûr que l'Iran cesserait d'exister. Si l'on larguait une cinquantaine d'armes nucléaires à rendement relativement faible, enfin, je ne sais pas exactement à quel point le rendement serait élevé, on tuerait énormément de gens, des millions de personnes. Mais l'Iran est un grand pays. D'ailleurs, il ne faut pas interpréter cela comme une déclaration de soutien ou quoi que ce soit de ce genre. Je pense que ce serait une tragédie humaine d'une ampleur que nous n'avons heureusement pas encore connue. Mais l'Iran ne cesserait peut-être pas réellement d'être un pays, même si Israël pourrait infliger des dégâts considérables avec des dizaines d'armes nucléaires. Ces armes ont des limites dans ce qu'elles peuvent faire. On pourrait tuer des millions de personnes, sans aucun doute. Mais l'Iran est un pays de près de 100 millions d'habitants. Et vous savez, que Dieu nous vienne en aide. Je veux dire, j'espère qu'on n'en arrivera jamais là. Mais Israël, 10 ou 11 bombes atomiques avec les puissances que l'Iran peut désormais atteindre. Si les Iraniens s'y mettent après avoir été frappés, s'ils n'ont pas d'armes nucléaires pour l'instant, et qu'ils disent « Très bien, vous nous avez fait ça, et la fatwa ne compte plus. » Parce que la fatwa dit que si vous me faites une chose pareille, les gants sont retirés. Vous savez, nous pouvons riposter. Je ne considère pas d'ailleurs que cela ait quoi que ce soit de particulier à l'islam. Si vous faisiez cela à mon pays, je ne vous laisserais pas vous en tirer. Je ne voudrais pas que vous pensiez que vous pourriez jamais vous en tirer, parce que je ne voudrais jamais que vous essayiez.
Et c'est ce que je pense que les Israéliens doivent comprendre. S'ils essayent, ils seront détruits, car 10 armes nucléaires suffisent à anéantir Israël en tant qu'État-nation. Nous l'avons vu lors de ma dernière intervention, j'ai parlé un peu de Tel Aviv. J'ai mentionné 3 armes nucléaires, et il y en a 8 autres qui pourraient être disponibles immédiatement. Et vous savez, avec le temps, il pourrait y en avoir encore plus. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait 11 armes nucléaires dès les premiers mois. Il pourrait y en avoir 11 au début, puis 1 an et demi plus tard, une autre, et encore une autre 1 an et demi après. Vous savez, cela n'a pas besoin d'être la fin de la guerre nucléaire. Ce n'est la fin que si le monde est détruit. Quand nous pensons à ces guerres entre la Russie et les États-Unis, où des milliers d'armes nucléaires sont échangées et où ces pays cessent d'exister, nous ne supposons pas qu'il y ait d'autres armes nucléaires utilisées par la suite. Mais dans une guerre limitée au Moyen-Orient, à l'Asie du Sud-Ouest, qui sait ce que nous pourrions voir? Et, soit dit en passant, espérons que nous ne le verrons jamais. Mais l'idée, bien sûr, est que cela pourrait se transformer en guerre mondiale. Et le nombre de morts serait énorme, car si l'on perd les capacités de production pétrolière, ce qui ferait certainement partie de ce scénario, le monde mourrait de faim. Il existe toutes sortes d'engrais et de produits chimiques supplémentaires fabriqués à partir du pétrole et du gaz. Et de nombreux pays dans le monde ont désespérément besoin de ces engrais pour produire suffisamment de nourriture pour leur population. Cela va être un Armageddon d'une ampleur que les gens n'ont même pas encore commencé à imaginer. Il est grand temps que quelqu'un à la Maison-Blanche se réveille. Et je parle de la Maison-Blanche et d'Israël. Je veux dire, en ce moment, les Israéliens disent aux Américains « Nous avons des objectifs différents des vôtres ». Eh bien, si j'étais à la Maison-Blanche, bien sûr, cela n'arrivera jamais, je peux vous l'assurer. Si j'étais à la Maison-Blanche et qu'un Israélien important me disait cela, je lui répondrais « Laissez-moi vous dire, monsieur l'Israélien, vous n'aurez plus une seule arme, plus une seule bombe, balle, pièce, centime, rien. Des États-Unis, plus jamais. Si vous tentez de faire quelque chose d'incompatible avec nos buts et nos objectifs, qui nous attirent encore plus d'ennuis. Vous voulez faire les choses à votre manière? Très bien, mais comprenez que vous serez absolument seul. Oubliez ces milliards de dollars par an que vous recevez des Américains, ainsi que toutes ces armes et ce genre de choses. Débrouillez-vous et voyez comment vous vous en sortez. C'est ce que je ferai. Je ne dirai pas « Oh, je ne veux pas vous offenser ». Pas de chance. C'est nous les responsables. C'est ce que je dirais. Vous avez besoin de nous. Et franchement, nous n'avons pas besoin d'eux. Du moins, c'est ainsi que je vois les Israéliens en ce moment. Ils ont pris le contrôle de notre direction politique aux États-Unis, et c'est inacceptable. J'espère que dans les prochaines années, nous allons éliminer ce problème. Je vais faire tout ce que je peux en tant que citoyen américain pour que cela change. Nous allons diriger ce pays, les Américains, et nous allons le faire de manière plus sensée. Nous n'allons pas menacer le monde entier si nous pouvons reprendre le contrôle de ce pays. C'est mon objectif pour les prochaines années si nous parvenons à survivre à cette période terrible. Merci. Merci, Ted. Thank you, Ted. Un grand plaisir, comme toujours. Eh bien, j'avais beaucoup de diapositives sur le radar et son fonctionnement, et peut-être qu'on pourrait faire ça. Nous avons notre prochaine session. Laissez-moi simplement vous montrer une diapositive pour vous donner une idée. Allez à la diapositive numéro 5. Numéro 5. Et puis, passez aux diapositives numéro 6 et numéro 7, et je vais expliquer les difficultés que rencontrent les radars.
C'est juste une explication générale. Vous savez, évidemment, je ne peux pas faire les calculs avec vous, mais ce que je peux montrer à votre public, c'est pourquoi les choses sont si compliquées, pourquoi on ne peut pas compter sur ces radars à long terme, et ce que l'adversaire peut faire, au fil du temps, pour grignoter même la petite capacité radar dont vous disposez. C'est important, parce que lorsque je dis que les choses vont empirer, je parle de beaucoup d'aspects qui vont se dégrader, pas seulement du fait qu'il y a beaucoup de drones et aucun intercepteur. Les choses vont vraiment empirer, et ceux qui seront aux commandes, ce sera la direction iranienne. Voilà tout. Merci. Je pense qu'ils sont en colère. Je ne comprends pas pourquoi. Oui, enfin bref. Oui, nous allons faire une autre session pour parler de ces sujets. Je pense qu'ils sont importants. Tout le monde devrait en être informé. Merci beaucoup, Ted. Merci. Thank you so much. Mon Akshov, Zuet E4. À bientôt, Ted. Take care. Au revoir toi.